Donald Trump, ce grand frère qui nous veut du bien, ou c'est Emmanuel Macron qui veut prendre la tête de ce lead, qui veut faire prendre conscience aux dirigeants européens de la nécessité de cette construction qui, finalement, on remercie qui, là, aujourd'hui, 22 janvier 2026, Donald Trump ou Emmanuel Macron? On remercie absolument personne, ni l'un ni l'autre. Trump, évidemment, ne nous veut pas du bien. Et face à ça, Emmanuel Macron ne veut pas du bien. Hein? Emmanuel Macron ne veut pas de bien. À qui? À l'Europe? Ouais. Si. À la France? Non. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la proposer de façon la plus objective possible pour vous aider soit à affiner vos stratégies d'investissement, de trading ou tout simplement comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver régulièrement Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre l'actualité. L'actualité, elle va à 1000 à l'heure. Elle est évidemment géopolitique, puisque hier, ça ne vous a pas échappé. Donald Trump eh bien, a pris tout le monde à contre-pied. Coup de tonnerre à Davos. Finalement, eh bien, il n'annexera pas le Groenland par la force. Et en plus de ça, il n'imposera pas de surtaxe douanière à 8 pays européens. Ouf de soulagement. Ceci étant, comment est-ce qu'on peut traduire ça? On commence à avoir des bruits de couloir. On sait un peu comment ça s'est négocier. Résultat, est-ce qu'on peut parler de victoire européenne ou tout simplement c'est Trump qui se dégonfle encore une fois, le fameux taco? Non, il ne se dégonfle pas vraiment. N'oubliez pas que Trump est un grand amateur de catch, enfin de tournois de catch professionnels. Et vous savez que les parties combat représentent à peu près le dixième du temps que les gens passent dans un grand stade pour assister au spectacle. Les 90 autres pourcents, les catcheurs s'invectivent, menacent de je vais te plier en 4, te plier en 8, tu vas cracher toutes tes dents. Et puis quand le combat commence, on exécute exactement ce qu'on avait chorégraphié avant de monter sur le ring. Donc Trump, il fait exactement pareil. Je vais te casser les genoux, je vais te casser les dents. Et puis quand on arrive sur le ring, on fait surtout gaffe de pas se tordre le coude, etc. Donc on est dans du Trump classique. Il nous a menacé de droits de douane. Il revient dessus immédiatement dès que les Européens ont manifesté l'intention de négocier quelque chose. Que Trump dise lors de son interview je n'annexerai pas le Groenland par la force. Mais qui croyait que c'était une solution possible? Évidemment non. Et puis, il a fallu attendre 20h40 pour que là, sur Trust Social, il explique que finalement, je suis assez content de ma journée. Avec Mark Rutte, le patron de l'OTAN, on a discuté. Avec les Allemands, manifestement, on s'en va vers quelque chose. Alors, on ne connaît pas encore les termes, mais les Américains sont chez eux au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de la guerre froide, ils y ont entretenu jusqu'à 12 bases militaires. Le Danemark n'a jamais trouvé rien à redire, sauf peut-être une fois, ils se sont plaints quand même qu'au niveau écologique, c'était quand même pas top, creuser des silos pour mettre des missiles, bref. Donc, le Groenland, là, Trump a un petit peu raison. Le Danemark n'a jamais eu de projet pour le Groenland et la protection du Groenland, quand Trump dit qu'ils n'ont pas les moyens. Évidemment qu'ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, les États-Unis ont toujours été les protecteurs du Groenland. Il n'y a rien de changé. C'est pas que si demain les Américains devenaient quelque part les administrateurs du Groenland, enfin ils pourraient mettre des bases et se protéger grâce au Groenland. Et ils le font depuis 80 ans. Donc voilà. Bon, tout ça, c'est toujours de la rhétorique. Alors après ça, est-ce que les Européens trouvent un moyen de partager éventuellement la richesse si les Américains font ce que les Européens n'ont jamais fait en 80 ans, ou même en 150 ans pour les Danois, c'est-à-dire mettre en production des richesses au Groenland. Ça se résumera par une question de gros sous. Par contre, les Groenlandais, eux, ils n'oublient pas de rappeler que tous les pays où il y a eu annexion, ça n'a pas été très joyeux pour ses habitants.
le sort des Inuits au Canada fait pas envie. Les Amérindiens des États-Unis, des actuels États-Unis non plus. Et les Groenlandais rappellent que ce sont quand même quelque part des gens de couleur. Aux États-Unis, c'est pas toujours facile d'être une personne de couleur et de s'en sortir. Voilà. Bon, mais tout ça va probablement se régler de façon transactionnelle. Bon, c'est pour ça qu'on pousse un ouf de soulagement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ni LVMH, ni Pernod, ni Rémy Cointreau ne se sont effondrés comme un Ubisoft lorsqu'il y a eu ces menaces de tarifs. Ça, il ne faut pas oublier que Bernard Arnault était un des seuls chefs d'entreprise français qui était invité à l'investiture de Trump. Si c'était pour se faire coller 10 ou 25% de droits de douane, là, vraiment, c'est plus la peine d'être pote. Oui, ça fait cher la coupe de champagne. Mais alors, résultat, on vous entend bien, Philippe. Ceci étant, on a bien pris conscience, là, depuis déjà quelques mois, quasiment un an, l'Europe doit trouver une forme d'indépendance militaire, énergétique, économique. Est-ce que finalement, par la force des choses, Trump, eh bien, ce serait pas un peu ce grand frère qui nous veut du bien? Est-ce que par la force des choses, il n'est pas en train de nous pousser à concrétiser ce projet Europe en nous donnant et en nous bottant un peu l'arrière-train finalement, en nous mettant au pied du mur de nos devoirs en fait. Je pense que c'est une vision très optimiste et qu'en fait, Trump excelle dans l'art de diviser pour mieux régner. On voit d'ailleurs que le front s'est très très rapidement fissuré, le front européen. On envoie symboliquement 2 équipages de chiens de traîneau à nuque. 48 heures plus tard, les Allemands et les Néerlandais plient bagages et reviennent à la maison. Ouf, il fait trop froid et le jour ne dure que 2h30. Non mais... avec l'Italie, qui dit qu'il faut négocier quelque chose sur le Groenland, c'est de l'intérêt de tout le monde, la Hongrie, la Slovaquie, évidemment que Trump a de quoi diviser le bloc européen. Si par contre, comme Trump l'a dit, on veut la jouer dure, je pense, quand on est... Il suffit d'être assez lucide pour se rendre compte qu'on a tout à perdre. Alors, la menace de vendre les T-bonds américains. Non, ça, on sait très bien que c'est du vent. De toute façon, si l'Europe les vend, les Chinois et au Moyen-Orient, ça va être acheté. Donc en vrai, non, ils ne vont pas les racheter, les Chinois. Non, le problème, c'est que nous, on a besoin de dollars. Le système bancaire a besoin de dollars ou d'un collatéral en dollars pour fonctionner. Si on revend, si on se débarrasse de nos dollars, le système bancaire, il s'arrête. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on a dit. Donc c'est pas une menace réelle, c'est du flanc. Mais ça, on le sait bien. Du flanc complet. Là, du flanc complet. Les menaces de hausse de taxes sur les GAFAM, on vient juste de négocier justement que les GAFAM y échappent. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le résultat est là. Ça veut dire que demain, les GAFAM augmentent leurs tarifs et que c'est le consommateur final qui paye. Et pour les institutionnels, le cloud Amazon, AWS, le cloud Microsoft, etc., risque de devenir plus cher, moins accessible. C'est surtout l'accessibilité qui nous poserait problème. On n'a pas d'équivalent. Donc, qu'est-ce que vous nous dites en fait en sous-jacent? Vous dites qu'on a entendu un peu dans pas mal de rédactions, dans la rue, etc., que finalement, peut-être la solution, ce serait de boycotter les produits américains. Ce que vous nous dites, c'est de toute façon, ça n'a aucun sens. En fait, les Américains ne vendent pas de produits. Ils vendent des services. Voilà. Je rappelle qu'ils pouvaient vendre quelques voitures type Ford Mustang, mais aujourd'hui, si vous en achetez une, vous avez 50 000 € de malus écologique. Donc là, je serai à la place de Trump, je verrai ça en me disant, tiens, mes voitures sont taxées à 40 000 € pour un véhicule qui en vaut 50, et si je faisais pareil, là, les Européens rigoleraient moins. Donc, c'est évidemment pas la solution. Boycotter les produits américains, ça n'existe pas. C'est les services américains. Est-ce qu'on va, là encore, boycotter Visa, Mastercard, American Express? Est-ce qu'on va boycotter Netflix, Discovery, Disney? Est-ce qu'on va boycotter le cloud AWS? Voilà, la question est vite répondue. Donc, a priori, non. Voilà, donc on fait les malins, mais en fait, on est complètement dépendant, voire complètement vassalisé par les États-Unis. Et c'est ça que ça révèle, c'est que Trump nous met non pas devant la nécessité de s'unir entre Européens, il nous fait prendre conscience de ce que nous sommes et qu'il faut effectivement arrêter de faire comme si on était l'Europe de la fin du 19e siècle, où on avait la puissance industrielle, où l'Angleterre dominait le monde.
on ne domine plus rien. Donc ça veut dire que la posture des dirigeants européens actuellement, qui est de dire il faut renforcer la coopération européenne, il faut accélérer la construction européenne, soulager ce millefeuille administratif européen, c'est du flanc. Mais c'est du flan, mais ça fait 25 ans qu'on a la monnaie unique. Ça fait 25 ans qu'aucun projet européen n'a émergé. Tous les grands projets européens se sont faits avec une Europe des nations. Airbus, Ariane, le CERN, et d'autres choses que j'oublie probablement au niveau de la recherche biologique. Depuis qu'on a la monnaie unique et une administration centrale européenne, je le répète, non élue, parce que là, qu'on ne vienne pas de donner des leçons de démocratie au reste du monde, il n'y a plus aucun projet qui a émergé, un projet d'ampleur européen. Au contraire, il n'y a jamais eu de projet de défense, puisqu'on a continué, hors France, à acheter des F-16, maintenant des F-35, des systèmes de couverture radar américains. Aucun projet de défense européen, aucun chasseur européen n'a jamais vu le jour. Et d'un seul coup, on se dit « Ah, on va constituer une défense européenne ». En réalité, depuis que l'Europe est sous sa forme actuelle et que Bruxelles en est la tête, on a l'impression que tout ce qui a été fait, c'était pour avantager les Américains. C'est voilà. un fait. C'est un fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est par incompétence ou c'est parce que nos élites européennes, en réalité, sont complètement vassalisées, voire coopèrent en sabotant nos économies avec les Américains, quelle que soit la raison, à la limite, on n'a même pas à la connaître. Le constat qu'on peut faire, c'est que quand on dit on va s'unir, on va faire quelque chose d'européen, mais on n'a rien fait. Si on ne l'a pas fait en 25 ans, pourquoi on commencerait aujourd'hui ? Et je le répète, les Américains vont exceller dans l'art de nous diviser pour qu'on n'avance toujours pas. La prochaine étape, c'est l'éclatement de l'OTAN. En tout cas, si ce n'est pas l'éclatement, les États-Unis vont... on n'en était pas loin, là. Oui, mais du point de vue américain, là encore, je dirais, il n'y a que des avantages. Oui, c'est pour aller dans votre sens que je dis ça. Oui. Les Américains arrêtent de mettre des centaines de milliards tous les ans dans la défense européenne, ou bon, on parle de centaines de milliards parce que là, il y avait le soutien à l'Ukraine. Donc, si les Européens doivent financer leur propre défense, ça veut dire qu'il faut qu'ils doublent, qu'ils triplent les budgets. Ils n'ont pas l'argent, ils sont déjà tous à l'os au niveau budgétaire. Ça veut dire qu'il faut effectivement emprunter de l'argent. Donc effectivement, on va aller vers un grand emprunt pan-européen. Alors on dira que c'est pour soutenir la technologie, l'innovation, combler le canyon de retard technologique dans l'IA. La réalité, c'est que cet argent va d'abord et avant tout servir à financer un creusement des déficits pour financer de l'armement. Donc pour les Américains, d'une pierre deux coups, eux, ils dépensent moins, nous, on dépense plus, mais surtout on dépense à crédit. Autrement dit, comme les devises sont un grand concours de laideur aujourd'hui à l'échelle planétaire, on voit que le yen... on va revenir sur la situation japonaise. Le yen pâtit de perspectives de turbo-Abenomics, c'est-à-dire qu'on va encore imprimer du yen à tire-larigot. Les États-Unis augmentent leur budget de défense de 950 à 1500 milliards, donc ça va faire encore 550 milliards qui vont se rajouter à un rythme de création de dollars annuels de 2000 milliards, qu'on se rende compte de ce que ça représente. C'est près de 800 milliards de dettes supplémentaires tous les mois. En France, on est à 1 milliard de dettes par jour. C'est ce qu'on finance cette année. 360 milliards, ça fait 1 milliard par jour. Dans ce concours de laideur monétaire, si les Européens doivent imprimer pour financer leur défense, ça sauve quelque part le dollar. Et ça, je dirais que du point de vue de Trump, c'est peut-être beaucoup plus fondamental que de se demander si on doit aider l'Europe à dissuader la Russie de nous envahir, ce qui n'arrivera pas. La Russie, Philippe, vous faites bien d'en parler. Philippe, je suis perdu d'un point de vue géopolitique. Qu'est-ce que j'ai entendu la semaine dernière ? Et c'est vérifié par plusieurs sources très sérieuses et très, très dures. C'est Poutine qui apporte son soutien aux Européens actuellement ? Oui, sur le Groenland. Ouais. Pourquoi pas ? Et on comprend qu'il y a un début de dégel entre l'Allemagne et la Russie. Pas que l'Allemagne, puisque priorise, c'est l'Allemagne, l'Italie et la France qui seraient en train peut-être de revoir un petit peu leur narratif. La France sera évidemment la dernière. Elle est la dernière en tout.
On a été les derniers à lever les mesures soi-disant anti-Covid, les derniers à arrêter de forcer les gens à la vaccination. On a été les derniers à admettre que pour l'Ukraine, la solution militaire, elle n'existait pas. En réalité, il faudra un moment négocier. Et là, aujourd'hui, Macron a réussi à se fâcher avec Poutine, il a réussi à se fâcher avec Trump, il a réussi à se fâcher avec tous nos ex-alliés africains. On sera forcément les derniers à faire machine arrière et à faire preuve de réalisme. Heureusement que finalement, oui, il y a les Allemands et les Italiens. Ouais, revenons un petit peu sur la posture va-t-en-guerre de Emmanuel Macron là, pendant ce forum de Davos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il fait bien de vouloir aller. Alors vous le dites, hein, vous l'avez dit en introduction, la posture de Donald Trump, c'est celle du catch, je montre les biceps, et finalement, j'accouche d'une souris. Finalement, est-ce qu'il ne s'est pas laissé avoir à ce jeu-là, Emmanuel Macron ? C'est ça, c'est infiniment triste, enfin, c'est déplorable, c'est consternant, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Alors, peut-être qu'effectivement, pour en revenir à la métaphore du cours de tournoi de catch, vous avez Donald Trump, en imaginant qu'il est 30 ans de moins, et des muscles, donc vous avez un gars qui fait presque 2 mètres, qui est 2 fois plus large que le président, et on a le président qui dit « je vais te faire avaler toutes tes dents ». Voilà, bon, à ce jeu-là, évidemment, il y a tout le public rigole dans la salle. Quand 2 catcheurs s'insultent, faut pas que le petit balance des trucs qui sont complètement, qui paraissent totalement absurdes. Il faut que le petit dise mais moi je t'aurais par la ruse. Donc en fait, justement, alors je vais revenir sur cette question justement parce que quand même malgré tout l'Europe a pris conscience qu'elle devait grandir quoi qu'il arrive. On l'a bien compris. Mais alors au bout de 25 ans. Oui, mais c'est mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Mais donc du coup, sous l'impulsion de qui, Philippe ? Et vous me répondez pas. C'est Donald Trump, ce grand frère qui nous veut du bien, ou c'est Emmanuel Macron qui veut prendre la tête de ce lead, qui veut faire prendre conscience aux dirigeants européens de la nécessité de cette construction qui, finalement, on remercie qui, là, aujourd'hui, 22 janvier 2026 ? Donald Trump ou Emmanuel Macron ? On remercie absolument personne, ni l'un ni l'autre. Trump, évidemment, ne nous veut pas du bien. Et face à ça... Emmanuel Macron ne veut pas du bien ? Emmanuel Macron ne veut pas de bien ? À qui ? À l'Europe ? Ouais. Si. À la France ? Non. Mais à l'Europe, enfin au concept d'Europe. Concept dont on constate l'échec chaque jour. La situation dans laquelle nous nous retrouvons face à Poutine ou face à Trump démontre que en l'espace de 25 ans, on a tout perdu de l'influence diplomatique. Enfin, c'était les pays qui en avaient individuellement. La France l'a complètement perdue en Afrique, est en train de la perdre dans le Pacifique, puisque M. Macron veut aller défendre le Groenland. Mais la Nouvelle-Calédonie, il la lâche. D'ailleurs, je serais Donald Trump, je me demanderais quand même si c'est pas intéressant de racheter la Nouvelle-Calédonie, parce que là, il y a des richesses, une position vraiment stratégique. On n'est pas très loin de la Chine, on n'est pas très loin de l'Australie. La France, avec la Nouvelle-Calédonie, avait une position stratégique majeure, des lagons sur lesquels on aurait pu installer des resorts 5 étoiles comme aux Seychelles. Bref, ça aurait pu être valorisé, la Nouvelle-Calédonie, et Macron s'est attaché à y semer le chaos pour ensuite dire finalement la Nouvelle-Calédonie qu'elle prenne son indépendance. Alors qu'il est prêt à défendre l'indépendance du Groenland. Mais ça, c'est complètement absurde. Donc, comme tout est comme ça, c'est pas sur Macron qu'il faut compter pour assurer le rayonnement de l'Europe. On va revenir sur cette posture va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron. C'est un rapport américain qui le dit depuis déjà 2-3 ans que la première armée européenne, c'est l'armée de la France. Donc, d'une certaine façon, qui montre les muscles. Alors, aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne, de loin. Oui. Et la numéro 2, c'est la Pologne, c'est pas la France. C'est un rapport américain qui a été publié la semaine dernière. Oui, bien sûr. Alors nous, on a évidemment on a le bouton nucléaire. Alors, c'est vrai que par rapport aux autres, c'est sûr que là, on pèse un peu plus. Mais la première armée européenne aujourd'hui, c'est la Pologne. Ok, la Pologne. Mais donc, alors pourquoi est-ce que le président polonais ne prend pas le lead là-dessus ? Pourquoi on ne l'entend pas plus ?
que le président polonais évalue la situation comme un bon joueur d'échecs, hein, et avant de se précipiter pour manger l'arène, pour se prendre un échec et mat derrière, il réfléchit un petit peu. Voilà, et peut-être qu'il se dit que dans 2 ans, l'échiquier géopolitique aura évolué. On peut espérer que la paix régnera en Ukraine et qu'il ne faut pas brûler tous ces vaisseaux, qu'il ne faut pas faire comme Caracalas, exhiber chaque jour sa haine viscérale de la Russie. C'est drôle parce que 2 générations avant Caracalas, ses grands-parents étaient des collaborateurs, hein, du régime soviétique. Enfin, comme on dit, les chiens font pas des chats. Mais en l'occurrence, on ne peut pas entretenir ou mener des relations commerciales harmonieuses quand vous avez quelqu'un qui est complètement hargneux et qui refuse même le concept de négociation. Ça n'existe nulle part. Vous faites référence à Emmanuel Macron. Hein ? Vous faites référence à Emmanuel Macron. Parce qu'en face, il y a aussi un grand hargneux. Oui, je ne nie pas. Enfin, Trump fait enlever un chef d'État. Voilà, on est à une échelle là. C'est plus l'argne, c'est je fais ce que je veux. Voilà. Et le problème, c'est que pour faire ce qu'on veut, il faut en avoir les moyens. Donc, là, il est clair que la France, elle, ne les a pas, ce genre de moyens. Et Poutine ne fait pas ce qu'il veut en Ukraine. Fait pas ce qu'il veut. Il a sécurisé les oblasts de l'Est, du Donbass. On voit bien qu'il n'a pas réellement cherché, hein, à s'emparer de Kiev. D'ailleurs, en avril 2022, une paix aurait pu être signée et Poutine s'était retiré de Kiev pour ne pas donner l'impression qu'il prenait Zelensky à la gorge pour obtenir une paix négociée. Donc, nous, notre narratif, c'est qu'il veut prendre l'Ukraine. C'est évident que, la Russie n'en a jamais eu les moyens. 2, est-ce qu'ils ont eu l'intention ? La seule chose qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est que si vraiment la guerre se poursuit, la Russie prendra ou essaiera de prendre Odessa. Ce qui fera de l'Ukraine une puissance continentale n'ayant plus d'accès à la mer. Là, oui, on comprend que là, il y a encore un enjeu et que ça serait bien effectivement que l'Ukraine garde évidemment un accès à la mer. Voilà, mais il n'y a pas de volonté expansionniste et surtout pas de possibilité en termes d'effectifs humains et de matériel pour faire beaucoup plus que ce qu'il fait en Ukraine. Donc aujourd'hui, c'est Trump qui l'a dit hier à Davos, moi j'ai écouté son allocution, et il a dit, là pour l'instant, ce qui est le vrai obstacle à la paix, c'est que Zelensky a un comportement haineux envers Poutine et qu'il interdit, il fait en sorte que la loi interdise même de négocier avec Poutine. Et il dit là c'est le bain de sang continue. Ouais, moi aussi, je l'ai écouté aussi. L'allocution de Donald Trump, il dit que les 2 parties sont haineuses l'une envers l'autre. Il ne cible pas plus Zelensky que Poutine. Il dit que les 2 sont très difficiles à mettre autour d'une table. Ouais, il a parlé de ce biais haineux à propos de Zelensky. Philippe, on va aborder maintenant ce sujet monétaire. C'est le krach obligataire qu'on a vécu en fin de semaine dernière, début de semaine, au Japon. Sur fond de relance massive de l'économie japonaise voulue par Sanae Takahashi. C'est pas encore fait. Elle veut également dissoudre le Parlement pour profiter, la Chambre basse pour profiter d'un éventuel appel d'air autour de sa popularité, autour de sa personne. Mais les marchés s'en méfient. Résultat, par la force des choses, les rendements obligataires, les rendements souverains ont atteint des niveaux historiques, jamais vus sur des durations extrêmement longues. Oui, sur 50 ans. C'est la fin du carry trade total. C'est bon, on passe à autre chose. On est dans un monde monétaire, un paradigme monétaire mondial totalement bousculé, chamboulé et nouveau maintenant. On pouvait déjà se dire... on l'annonçait. C'était au début du mois d'août 2024, donc ça remonte déjà à presque 18 mois. On pouvait se dire que, sauf à mettre d'un seul coup sur pied un programme économique qui rassure les marchés obligataires japonais, on était en train de sortir de 35 ans de carry trade. Carry trade consistant à emprunter au Japon à 0 pour aller ensuite acheter des actifs qui rapportent entre 2,5 ou 5%. Ce qu'on a vu aux États-Unis, on a été jusqu'à 5%.
pendant ce temps-là, au Japon, les taux à 10 ans étaient à 0,1%. La dernière fois qu'on a vu les taux à 0% au Japon sur le 10 ans, c'est pas si ancien que ça remonte à début 2021. Et début 2023, on n'était pas à plus de 0,30. Et on a donc pris 150 points. Oui. Donc 35 ans pour passer de 0 à 0,30 et 24 mois pour passer de 0,30 à 2,20 et le 30 ans atteint 3,88. Voilà. Et le 30 ans japonais, je rappelle qu'il était lui aussi à 0 en 2020. Et en 2022, on était à 1 et quelques. Voilà, donc on vient de prendre 250 points en un an. C'est pas soutenable pour un pays qui est déjà très endetté. Voilà, dont 50 points au cours des 4 dernières séances. C'est pas tenable pour l'économie japonaise. C'est pas tenable. Alors pour l'économie japonaise, il faut savoir ce que ça représente. Les pertes obligataires, là, en l'espace de 2 ans, c'est des pertes. Je ne sais pas comment ça va être géré par les fonds de retraite japonais. Difficile à imaginer. Les pertes pour la Banque centrale du Japon sont absolument colossales. Ouais, ça, c'est évident. Et la conséquence en est que le Japon, premier acheteur de T-bonds américains, là, vu leurs pertes obligataires, je pense qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter du T-bond américain. Voilà. Et puis surtout, ils vont se concentrer sur leur dette. De toute façon, oui, a priori, c'est le serpent, c'est la quadrature du cercle. Est-ce que vous imaginez ce que va peser, ce que va représenter d'un seul coup l'absence de l'acheteur japonais, qui est encore le numéro 1, les Britanniques numéro 2, et les paradis fiscaux des Caraïbes, c'est le numéro 3 quand on rassemble tout. On a entendu dire que Trump voulait déréglementer le système bancaire américain pour justement permettre aux établissements bancaires US de revoir leur ratio de solvabilité et de liquidité plus bas pour qu'ils puissent se gaver en dette américaine. Exactement. Pour compenser justement cette absence de demande Chine japonaise. Voilà, exactement ce que fait la Chine en abaissant épisodiquement ce qu'on appelle... va faire le Japon finalement par la force des choses aussi. Oui, le modèle chinois, c'est d'un seul coup, je réduis les réserves obligatoires, ce qui veut dire que je peux d'un seul coup augmenter mon levier de crédit ou mon levier pour acheter des instruments financiers. Voilà, on n'invente rien. Mais ça crée quand même une situation. Je dis, le Japon va connaître des difficultés et il y a, comme on dit, vraiment intérêt à ce que le plan de relance de Sanae Takaichi fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, ils vont se retrouver avec une hausse de la dette et ils vont se retrouver avec un crack. Et là, les choses vont devenir compliquées. Mais je me demande aussi, nous, en tant qu'Occidentaux, combien de temps va-t-on pouvoir imaginer que le yen reste à 159 face au dollar, 185 face à l'euro, quand la rémunération du yen à 30 ans est de 3,50 et de 3,80 sur 40 ans. C'est plus, je le rappelle, que ce que rapporte le Bund. Et que c'est à peu près équivalent, 3,50 aux 10 ans français. Est-ce que le yen va rester au niveau actuel ? Et si ce n'est pas le cas, non seulement il n'y a plus de carry trade, parce qu'évidemment, on va pas aller chercher de l'argent à 2% au Japon, mais il y a tous ceux qui doivent rembourser le carry trade, qui, eux, sont partis avec un yen dont ils pensaient qu'il allait continuer de se casser la figure. Et si d'un seul coup, on se dit que le yen devient vraiment un actif de réserve, là, ça change complètement le jeu. Alors, ça ne va pas se retourner comme ça en 48 heures, parce que pour que le yen retrouve, si j'ose dire, une tendance haussière, il faudrait qu'il aille, dans un premier temps, au-delà de 155, plutôt que le dollar recule à 155, et puis il recule ensuite à 150. À 150, c'est là que les choses deviennent très très chaudes. On a le temps de voir venir. Mais on va peut-être le voir venir cette année. Alors, on a le temps. Philippe, il y a des élections législatives anticipées qui sont prévues pour dans quelques semaines au Japon. Donc, ça peut déjà être un premier avertissement. Sachant que des données sur les exportations japonaises ont été publiées cette nuit, elles sont en hausse, mais on a un changement de paradigme. Les acheteurs ne sont plus les mêmes. Les expéditions sont plus tournées vers l'Asie, hors Chine, vers l'Europe, plutôt que vers les États-Unis. Résultat, les économistes disent tous, ça y est, la politique monétaire japonaise est imbriquée à la macroéconomie, est imbriquée à la politique locale.
ce sont des cocktails. C'est un cocktail qui est jamais bon. En tout cas, c'est un changement, et là aussi, c'est sur les 35 dernières années, un déplacement des flux. Donc aujourd'hui, on voit que par solde, le Japon reste plutôt bénéficiaire, un peu comme l'Allemagne d'ailleurs, hein. Mais est-ce que c'est durable? Et est-ce que le Japon, allant chasser sur les terres des exportateurs chinois, est-ce que c'est quelque chose qui va rester fluide ou est-ce que ça peut aboutir à des frictions? Et puis bien sûr, ben oui, le yen retombé à 159 face au dollar, donc retombé également à un plus bas contre le yuan. Imaginons que le yen se mette à remonter parce que son rendement fait que c'est un actif attractif. Là, d'un seul coup, la donne commerciale et les exportations japonaises, à mon bon avis, d'un seul coup, ça devient un peu plus problématique. C'est très clair, ça va les renchérir. Petite précision, élection législative au Japon, élection législative anticipée au Japon, prévue le 8 février prochain. C'est donc 15 jours. Oui, la Sanae Takeishi pense qu'elle va avoir une majorité, cette fois-ci, pour elle toute seule, sans besoin de négocier d'alliance, ou alors uniquement avec des gens qui sont à peu près sur la même ligne. Donc là, elle sort d'une situation à l'allemande, où la coalition est faite de briques et de brocs, et en fait, elle ne tient qu'à un fil. Là, elle va se retrouver avec une majorité solide. Et ça veut dire, en fait, qu'il n'y aura plus non plus d'opposition pour entraver des initiatives qui pourraient s'avérer mauvaises. Géopolitique à Taïwan? Là aussi, les déclarations, je ne sais pas. À mon avis, elles avaient une vocation à entretenir un peu la fibre nationaliste japonaise, parce que ça n'a pas de sens du point de vue du droit international. Le Taïwan est reconnu que par une douzaine de pays de l'ONU, dont plus de la moitié sont des micro-confettis d'îles qui ont un statut d'indépendance. La Chine est une province, le Taïwan est une province de la Chine qui continue de justifier l'indépendance de Taïwan par une Chine de système. Voilà. Donc dire on va défendre le Taïwan quand on est le Japon, c'est ouais, bon. Il va falloir que les Chinois et les Japonais se reparlent, je pense. Vous avez parlé du Conseil de sécurité de l'ONU. Avec le Conseil de la paix de Donald Trump, on a un rival sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est crédible? Un rival sérieux à l'ONU? Ouais. L'ONU rassemble tous les pays. Il y a des pays. Et c'est gratuit. Voilà. 1 milliard pour avoir un fauteuil à côté de Donald Trump. À la grande table, sachant qu'en plus de ça, c'est celui qui distribue les cartes, le croupier. Voilà, qui sécurise la banque, hein, c'est Donald Trump. Bon, quel est le modèle de Donald Trump là, pour cette espèce de conseil de sécurité bis? C'est tout simplement le droit d'entrée à Mar-a-Lago. Voilà, hein, c'est un nouveau club dont Trump est l'administrateur, c'est lui qui fixe le prix d'entrée, c'est lui qui fixe les règles du jeu, et tous ceux qui vont y aller vont savoir qu'à partir du moment où ils ont accepté de payer 1 milliard, c'est pas pour faire entendre leur voix, c'est pour se voir signifier ce que Trump aura décidé. Faut être quand même assez lucide. À date, il y a un peu moins d'une trentaine de pays qui ont déjà signé le chèque. Oui. Et la Russie a dit qu'elle est prête à le signer. Hein. Elle ne l'a pas fait encore. Non, mais... mais il y a beaucoup de BRICS, en tout cas. Oui, voilà. C'est une façon aussi de montrer qu'on ne veut pas prendre Trump en frontal, au contraire. Là, parce que quand dans ce coup vous avez payé le droit d'entrée à Mar-a-Lago, vous avez accès au golf, au country club, aux grandes soirées avec des tas de stars, etc. On vous jette pas comme ça, hein, on vous renvoie pas en bas des escaliers une fois que vous avez le droit d'entrée, c'est bien. Dans ce club très fermé, ce club VIP dont vous parlez, vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, à date, il y a beaucoup de pays de BRICS qui ont signé ce chèque, qui veulent adhérer à ce Conseil de la paix. Est-ce que, alors que l'idée était quand même de s'émanciper des institutions mondiales, des institutions pro-américaines, est-ce que c'est pas encore un coup de maître de Donald Trump?
Je dois avouer que c'est quand même, c'est quand même un peut-être succès. qu'on va vous laisser réfléchir sur cette notion, etc. Non, et vous revoir, parce qu'effectivement, il y a quand même un sujet, il y a un sujet là-dessus. Sur ce Conseil de la paix dans lequel Non, mais- les BRICS sont plus présents sont présents autour de Trump. Les BRICS n'ont jamais interdit à aucun pays du G7 ou du G20 d'adhérer. Voilà, donc ils appliquent une pleine réciprocité. Tout le monde est bienvenu dans les BRICS, hein, pourquoi pas le Mexique, Et pourquoi pas les le États-Unis. Canada, voilà. Donc une instance se crée, bah, on veut bien en être. Et puis on veut bien en être parce qu'on a compris que ça donnait aussi un accès privilégié à une discussion peut-être plus franche et plus ouverte avec Donald Trump. Donc ce n'est pas une incongruité géopolitique. Pas du tout. Ok. Mais, même si, évidemment, ça hérisse complètement le poil de pays, alors d'abord qui n'ont pas les 1 milliard à mettre pour participer. Hein. Vous avez des États africains, 1 milliard, c'est presque leur PIB, donc on sait qu'ils n'en feront jamais partie. Donc, il est évident que le fait que ça soit payant est une nouvelle façon de créer, là aussi, une fracture entre qui a les moyens et qui joue en seconde ou en troisième division. Donc, très clair. À date, toujours, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Norvège, la Slovénie et la Suède ont décliné l'invitation. Bon, la Slovénie, 1 milliard. Bon, Voilà. l'Allemagne, la France, l'Italie, la Norvège, la Suède, a priori, le milliard, ils l'ont. Ouais. En dette. Ils l'ont, et peut-être qu'effectivement, c'est pas une erreur stratégique de se faire prier. Voilà. À suivre, en tout cas. Peut-être que nous, on veut bien adhérer, mais c'est comme à Mar-a-Lago. Alors nous, on veut absolument pouvoir venir jouer au golf quand on en a envie, hein, même quand le parking du golf est complet. On veut être là à la prochaine soirée avec Sydney Sweeney, et voilà. Hein. Philippe, une dernière chose, je suis désolé, c'est tombé il y a quelques instants. Bloomberg qui nous dit que que pour le chef de l'OTAN, Mark Rutte, il faut que les Européens construisent leur défense, leur industrie de la défense, que c'est nécessaire et que désormais ils se fassent à l'idée d'équiper en équipement militaire leurs enfants. Leurs enfants. Oui. C'est intéressant. Mark Rutte a déjà déclaré des tas de trucs complètement lunaires. Mais il faut préparer la jeunesse européenne à un conflit, en gros. Ah oui, ça il avait déjà sorti ça. Pistorius aussi, hein, le ministre de la Défense allemand. Bon, ça c'est de la rhétorique. Et puis il faut continuer de faire peur, parce que je rappelle quand même qu'il faut construire une Europe de la défense. Voilà. Je rappelle quelle est la finalité de la chose. Il faut que les Européens aient suffisamment peur, et notamment de perdre leurs enfants dans une espèce de boucherie à l'ukrainienne, pour qu'ils acceptent de participer à de grands emprunts qui permettront de financer la défense. Et tiens, prends ça, Poutine, dès qu'on aura les moyens de produire 2 millions de drones, 40 000 chars et doubler les effectifs de Rafale. Et là, d'un seul coup, on nous expliquera « Ah, vous voyez, hein, Poutine, là, il n'ose plus nous attaquer. » Poutine, il n'a jamais eu les moyens d'attaquer l'Europe. Mais c'est pas grave. Si on veut que les Européens mettent de leur argent pour financer la défense, il faut leur faire peur. Sinon, qu'est-ce que vont faire les gens de leur argent ? Ils vont préférer, je sais pas, acheter des valeurs Netflix. acheter de la capacité de calcul pour l'intelligence artificielle. Si on veut que les gens mettent de l'argent dans quelque chose d'inutile, il faut leur faire peur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, Mark Rutte, il fait du Mark Rutte là aussi. Hein. Ok. Merci Philippe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, avec nous régulièrement pour nous aider à décrypter l'actualité. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. À bientôt Philippe. Nous, de notre côté, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page YouTube, TV Finance, ou bien sur notre site internet, tvfmedia.fr, site internet et page YouTube à partir de laquelle vous pourrez retrouver l'ensemble des interviews des experts, des professionnels qui se suivent sur notre plateau, et puis revoir et bien décrypter leurs commentaires au besoin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et écoutez, je vous rappelle les principaux catalyseurs aujourd'hui, évidemment, c'est
c'est la détente d'un point de vue géopolitique, mais c'est surtout du côté des États-Unis, c'est outre-Atlantique qu'il faudra aller chercher un peu de volatilité, avec notamment la publication de l'indice PCE tout à l'heure à 16h. Je vous souhaite une excellente journée, on commande tout ça demain.